Bonjour, c'est Nadia et bienvenue sur la chaîne Les Petits Philos. Aujourd'hui, vous allez découvrir François Galichet dans une interview exclusive qu'il a eu la gentillesse de m'accorder et dans laquelle il va parler de la façon dont il anime ses ateliers avec les enfants via sa démarche, la démarche interprétative. Mais avant de regarder sous vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir ma chaîne en vous abonnant et en activant la cloche, mais aussi en partageant les vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également écrire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et également proposer le genre de contenu que vous souhaiteriez visionner. Vous trouverez également sur mon site internet un guide à télécharger gratuit où je vous explique comment favoriser le développement de cet esprit critique. Dans ce guide, vous allez trouver comment votre posture d'adulte va être primordiale et la façon de la modifier pour permettre aux enfants de développer leur propre esprit critique. Dans cette vidéo, François Galichet va nous parler de sa démarche interprétative. Cette démarche consiste à utiliser différents supports comme le photolangage, la poésie, pour aider les enfants à réfléchir et à conceptualiser à partir de situations concrètes et de contextes différents. Cette démarche utilise l'imagination des enfants, qui est débordante. Elle permet donc d'allier le ludique et le sérieux en développant des habiletés de pensée philosophique. Je vous laisse maintenant découvrir cette interview en espérant que cette vidéo vous plaira. Alors, François Galichet, bonjour. Bonjour. Je suis ravie et honorée de pouvoir échanger avec toi sur la pratique philosophique avec les enfants. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Tu étais intervenant lors de mon parcours Sève en 2019 et j'ai été scotchée par le photolangage sur les âges de la vie que tu nous as proposé, si bien que c'est mon support de travail préféré dans mes ateliers de philosophie, le photolangage, avec le court-métrage aussi. Je précise que ton photolangage est en accès libre sur ton site internet, dont je mettrai le lien en description de la vidéo, et sur lequel on peut aussi trouver un livre gratuit, Pratiquer la philosophie à l'école, qui est une mine d'or pour animateurs et enseignants, puisqu'il y a des fiches pédagogiques par thème et des supports adaptés selon les tranches d'âge. Et tu y témoignes de certains retours d'expérience qui peuvent guider l'animateur et l'enseignant également. Tu nous offres aussi sur ton site une banque de photolangage sur différents thèmes, faite en collaboration avec Olivier Blond-Rezuski, qui est aussi un des intervenants chez Sève. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors très rapidement, je ne vais pas raconter ma vie. J'étais, puisque je suis maintenant retraité depuis un certain temps, donc j'étais professeur de philosophie, donc j'ai passé l'agrégation, un doctorat d'État. Mais avant de rejoindre l'université, j'ai pratiqué au Sénégal en coopération la formation d'inspecteur de l'enseignement élémentaire. Et ça m'a donné l'occasion d'expérimenter euh, des leçons avec mes étudiants dans des classes sénégalaises. Et déjà là, je ne connaissais pas du tout encore la philosophie pour enfants, mais j'étais sensible au fait que les enfants sénégalais étaient très vivants, très spontanés, que très souvent ils abordaient des questions sur le bonheur, sur l'amour, sur la vie, sur la souffrance, sur toutes sortes de sujets qui n'étaient pas dans les programmes scolaires. Et donc déjà là, ça m'a donné l'idée que peut-être il manquait à l'école quelque chose. Et après, bien entendu, à l'université de Strasbourg et à l'Institut de formation des maîtres où j'étais également en poste, j'ai découvert la philosophie pour enfants, d'abord avec Mathieu Lippmann, ensuite avec Michel Tozzi, avec qui j'ai noué des liens d'amitié et de proximité. Et j'ai eu l'occasion d'expérimenter pendant 2 ans dans une classe, un atelier philo toutes les semaines avec le maître de la classe, et ça donnait lieu au bouquin dont tu as parlé tout à l'heure. Voilà. Et puis j'ai pris ma retraite en 2003 et depuis que je suis retraité, je continue à essayer, disons, de pratiquer la philosophie pour enfants et de former des animateurs pour Sève ou dans d'autres structures. Alors, tu me dis que tu as été prof de philosophie. Est-ce que les connaissances en philosophie, pour toi, c'est un prérequis quand même pour animer avec les enfants? Oui, je crois qu'il faut un minimum. Il n'est pas nécessaire pour animer un atelier philo que tout le monde soit agrégé de philo, bien entendu, heureusement. Et je dis souvent aux animateurs à Sèvres ou ailleurs qu'effectivement,
Ils n'ont pas à faire des études de philosophie formelles, mais disons s'intéresser à la philosophie, lire un peu de philosophie, se préoccuper de ces questions-là, je crois que c'est indispensable. On peut pas animer un atelier philo si on ne se pose pas soi-même des questions philosophiques. D'accord, Absolument. donc le prérequis, c'est cette démarche philosophique qu'on peut avoir plus que le contenu Voilà, philosophique en exactement. soi. C'est plus un intérêt pour la philosophie, pour les questions philosophiques, que la lecture d'auteurs canoniques ou académiques. D'accord. Et tu parlais aussi de spontanéité. Est-ce que la spontanéité, ça fait partie intégrante de ta démarche? Tu disais que les Sénégalais avaient quelque chose justement de spontané. Déjà, est-ce que cette spontanéité, elle peut être à l'origine de ta démarche interprétative? Ah oui, tout à fait. Je pense que dans tout atelier philo, dans tout questionnement philosophique, on commence par faire un brainstorming avec soi ou avec d'autres. On commence par dire, bon, bah, cette question qui se pose à moi, qu'est-ce qu'elle signifie pour moi, qu'est-ce qu'elle signifie pour les autres, quelle réponse on peut en donner. On commence à agiter plein de choses, et puis après, on est pur. Donc, évidemment, ça vaut aussi pour la démarche interprétative, qu'elle parte d'un tableau ou d'images ou de photos ou de poèmes ou de musique. Hein. Il y a beaucoup de points de départ possibles. Il faut au départ, évidemment, une certaine liberté d'interprétation qui sont ensuite confrontées. Alors Absolument. justement, l'interprétation, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la démarche interprétative dont tu as parlé d'ailleurs dans ton Oui, livre? La philosophie à tout âge, donc l'approche interprétative du philosophé, dans lequel tu expliques ta démarche plus en oui, détail et aussi où tu nous donnes des fiches pédagogiques qui sont oui. encore une fois clés pour les enseignants et animateurs. Alors, très schématiquement, hein, là, je peux être évidemment un peu bref, disons, forcément bref. La démarche interprétative vient en complément de la démarche, disons, conceptualisante. Hein. Dans la démarche conceptualisante, qui est la démarche classique, celle de la DVP de Michel Tozzi, celle de Lippmann, etc., au moins dans un second temps, on part d'une question ou d'une notion abstraite, qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que la justice, et on essaie de donner des définitions, par exemple, de cette notion. La liberté, c'est de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est de respecter l'autre, etc., etc. Le bonheur aussi. Donc, on reste complètement dans le domaine des idées, hein, du début jusqu'à la fin. Et on argumente, on confronte des positions qui peuvent être conflictuelles, etc. Dans la démarche interprétative, on ne part pas des idées, on part d'objets concrets. Donc, un tableau ou une photo ou des tableaux. Dans le photolangage, il y a toujours une pluralité d'images ou des poèmes ou des fois même un objet, tout simplement, le téléphone portable, l'autoroute hein, ou le lit. Hein, je prends quelques exemples que Michel Tozzi a développés dans son travail sur justement les objets philosophiques, qui s'appelle la pop philosophie. Et on part de ces objets et on essaye de dégager de ces objets justement des idées. Hein. Que signifie ce tableau de Rembrandt? Est-ce que ça signifie, est-ce que ça évoque pour moi la charité? Je pense par exemple au prodigue de Rembrandt, l'enfant prodigue qui revient dans un très beau tableau, un magnifique tableau. Est-ce que ça signifie l'amour? Est-ce que ça signifie le pardon? Et on essaie bien sûr de justifier son interprétation. Voilà pourquoi, pour moi, ce tableau signifie le pardon, ou signifie l'amour, ou signifie encore d'autres sens possibles. Et donc, l'idée, les idées philosophiques se dégagent d'objets concrets, encore une fois, d'objets picturaux, tableaux, d'objets littéraires, un poème, un récit, une fiction. Et donc, on aboutit à l'idée, mais on n'en part pas. On n'en part pas directement. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas du tout opposé à la démarche conceptualisante, c'est complémentaire. Il faut, je crois, dans un atelier philo, pardon, pratiquer l'une et l'autre démarche. Elles s'ajoutent l'une à l'autre. Est-ce que justement, les enfants qui ont peut-être plus facilement accès à l'expérience, ça va les aider à remonter au concept, de faire appel à ce support imagé et justement d'utiliser leur imagination, parce que ça fait partie de l'interprétation d'imaginer. Est-ce que justement, c'est pas là un levier privilégié pour les enfants? Absolument. Je pense que la démarche interprétative vaut encore plus pour les enfants que pour des adultes ou pour des étudiants en philo qui ont déjà l'habitude de manier les concepts, de formuler des arguments. Mais pour des enfants qui sont dans le concret, comme tu dis, dans l'imaginaire, dans
Eh bien, je crois que justement, leur proposer d'abord des images et leur montrer que ces images ne sont pas simplement des images, mais qu'elles expriment quelque chose, eh bien, c'est une manière de faire le lien entre l'image et puis justement le concept. Et avec les enfants, bah, tu l'as dit toi-même, ça marche très bien. Hein. Ils accrochent au photolangage, ils accrochent au portrait chinois, ils accrochent à cette démarche parce que ça fait un peu de la philosophie une démarche expérimentale. Hein. On part de l'expérience et à partir de l'expérience, on essaie de dégager des conclusions universelles. Alors que la démarche argumentative, l'aspect expérimental est un peu absent. Est-ce que tu as différentes façons de le proposer, tout le photolangage? Est-ce que tu le proposes par rapport à un concept ou alors tu le proposes sans aucune directive, c'est-à-dire simplement des images et dans lesquelles on peut dégager des concepts différents, quelque chose qui serait un peu plus libre. Est-ce que tu as une distinction, différentes façons d'utiliser justement ces images? Non, ce sont deux démarches différentes qu'il faut expérimenter. Il m'est arrivé, enfin, je ne parle pas seulement moi, mais par exemple Olivier Blond et tous ceux qui pratiquent le photolangage, je pense qu'on peut soit dire, voilà, je vais vous proposer par exemple 5 ou 6 images sur le thème de la justice, et vous allez me dire quelle est l'image chacun de vous va choisir une image et va dire pourquoi elle exprime cette idée de la justice. Donc, ça, c'est la démarche, je dirais, classique, hein, la plus habituelle. Mais il m'est arrivé, et je crois que c'est intéressant aussi, de proposer des images sans rien dire aux enfants, disant voilà, il y a des images. Qu'est-ce que ces images signifient pour vous? Qu'est-ce qu'elles expriment? Alors, ils vont dire d'abord monsieur qui est là et qui fait telle ou telle chose. Mais après, on peut peu à peu progresser vers justement des idées plus générales. Et justement, s'il y en a un qui dit ben, c'est l'amour, un autre qui va dire c'est le bonheur, un troisième qui va dire c'est la tendresse, eh bien, ça amène à s'interroger sur la différence entre l'amour et la tendresse, par exemple, ou d'autres distinctions comme ça. Est-ce Donc, que les deux démarches, pour moi, sont intéressantes. ça peut être aussi de ce que j'en ai expérimenté et Oui, de cette, comment dire, de cet avantage que j'ai trouvé à utiliser des images sans dire finalement le thème que j'avais oui, en tête au moment de la préparation, c'est finalement aussi de travailler la conceptualisation puisque les mots, les concepts se parlent absolument. et quand on donne des images, c'est pas anodin quand on voit peut-être du bonheur et de la tendresse et de voir justement comment est-ce qu'ils se parlent, Oui. en plus de les distinguer, mais aussi de voir comment est-ce qu'ils peuvent se relier et justement de trouver des problématiques à partir de là. Exactement, exactement. Et en même temps, ça oblige les enfants à justifier l'interprétation. S'il dit, Mm. pour moi, c'est plutôt une image qui exprime la tendresse, hein, que l'amour, par exemple. Qu'est-ce qui, dans ce tableau, exprime la tendresse? Et si un autre enfant dit, moi, c'est plutôt l'amour, donc il dira, voilà, c'est le geste, c'est l'expression du visage, c'est la couleur générale du tableau. Et donc, par là même, on est amené à réfléchir sur la différence entre la tendresse et l'amour. Est-ce que la tendresse est une forme d'amour? Est-ce que la tendresse s'oppose à l'amour ou se distingue de l'amour ou pas? Voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser à partir de là. D'où elle t'est venue cette idée? Puisque c'est un peu à contre-courant des idées classiques de la philosophie, surtout du côté universitaire, on a tendance à partir du concept, de la définition, Ouais. de la problématisation, donc on est véritablement dans quelque chose de très spéculatif. D'où t'est venue cette idée-là justement de partir de On, l'expérience? Ben, disons je dirais, il y a deux choses. D'une part, le photolangage est quelque chose de très ancien. Hein. Michel Tozzi, dans le premier ouvrage qu'il a publié sur la didactique de la philosophie, c'était dans les lycées, c'était pas encore du tout la philosophie pour enfants. Il donne différentes démarches, et dans ces démarches, il y a le portrait chinois et le photolangage. Hein. Donc le photolangage n'est pas une démarche nouvelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, il existait évidemment bien avant moi. Simplement, j'ai trouvé que c'était une démarche intéressante. Et la deuxième raison, c'est que moi, j'ai toujours été un passionné de peinture. J'ai toujours adoré aller dans les musées, rêver devant un tableau. Il m'est arrivé de rester 3 quarts d'heure devant un tableau de Rembrandt ou un tableau de Botticelli ou un tableau de Van Gogh, enfin, ou bien d'autres. Voilà, je m'assois et j'y rêve. Je regarde le tableau, mais en même temps, je suis un peu dans la méditation au sens un peu où c'est la pratique, c'est-à-dire une sorte de pensée flottante, hein, qui est libre, justement, qui n'est pas dirigé, et donc il m'a paru intéressant, justement, d'essayer d'introduire cette démarche dans les ateliers philo. Et Ok. surtout à Sèvres, qui justement veut lier la méditation et puis la discussion philosophique.
Une sorte de contemplation aussi, peut-être? Absolument, absolument. D'ailleurs, la notion de contemplation, le mot est très juste, hein, parce que justement, la notion de contemplation, elle a à la fois un sens philosophique. Hein, chez Platon, on trouve, ou chez Plotin, par exemple, l'idée de la contemplation des idées, mais la notion de contemplation a aussi un sens religieux. Hein, on parle des moines contemplatifs, et Mhm. là, la contemplation a un sens beaucoup plus, je dirais, esthétique. On contemple quelque chose qui est beau, quelque chose qui est le bien absolu, et donc c'est un sens plus affectif que intellectuel. Est-ce que tu penses que l'animateur et l'enseignant, il doit chercher à travailler donc les compétences philosophiques, ou bien tu considères que c'est pas une nécessité et que ça se fait tout seul pendant un atelier? Ah, si, il faut le faire et ça ne va pas tout seul. Hein. Il est certain que si on ne propose pas aux enfants des démarches qui prolongent le photolangage ou le portrait chinois la simple méditation sur image par des interrogations plus travaillées, par exemple écrire un texte ou développer une notion en essayant de la relier ou trouver d'autres images, par exemple, demander aux enfants de trouver eux-mêmes des images, que ce soit là encore des photos, des tableaux, des images publicitaires, etc., qui évoquent, par exemple, les significations qu'on a évoquées, ça permet de travailler, d'approfondir la notion. Mais là, c'est le rôle de l'animateur de proposer aux enfants les démarches. Ce n'est pas les enfants tout seuls qui vont inventer ces démarches-là, mais ça, c'est le travail de l'animateur. Hein. C'est pour ça qu'il y a une formation. Tout à fait. J'assisterai même que c'est important de se former de façon régulière, Absolument, absolument. de ne pas rester, Oui, enfin, de pas rester sur ses oui, de ne acquis, pas rester quoi. dans son coin. Oui. C'est ça. Surtout que ça évolue, excuse-moi de t'interrompre, Je mais t'en ça prie. évolue sans arrêt. Actuellement, Olivier Blond, justement, fait un travail justement sur justement la démarche interprétative, le photolangage, qui est tout à fait intéressant, hein, qui est un travail de recherche. Hein, et donc, il découvre de nouvelles démarches, de nouvelles manières de procéder, qu'il expérimente. Certaines marchent bien, d'autres un peu moins bien. Donc, c'est pas quelque chose de figé, les ateliers philo. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important que les animateurs, les enseignants sachent que on peut aussi faire ses propres expériences parce qu'on a nos propres sensibilités Exactement. et que Ouais, ça peut tout aussi bien fonctionner et que voilà, la démarche, elle est en mouvement exactement. et il y a encore beaucoup de choses à créer. Enfin, moi, je sais en tout cas que ce qui me plaît aussi dans cette activité-là avec les enfants, c'est l'infini de créativité Mm. qu'on peut avoir pour les faire travailler. Et puis même de les voir se prendre au jeu, à faire des choses sérieuses à partir Oui, d'un oui, jeu. tout à fait. Donc, c'est exceptionnel. Je sais que le photolangage, je l'ai aussi travaillé à partir des dessins des enfants. Oui, oui, absolument. Oui, J'ai les trouvé dessins sont ça, aussi une source. Oui, voilà, ça m'est arrivé comme oui, ça un peu oui. par hasard, comme un jeu sur la Oui, soupe. Je l'ai fait et ça a eu un oui, succès fou. C'était extrêmement intéressant de voir comme une intention pouvait être interprétée par d'autres oui, et qu'il y avait une rencontre et un enrichissement des deux. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et le portrait chinois aussi, oui. je me suis amusée avec les enfants et c'est incroyable à quel point ça leur a plu de prendre les mots-clés en fait Oui, qu'ils exactement. choisissaient dans Oui, leur explication. Alors le portrait chinois, je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, mais oui, par exemple, c'est quand tu demandes le concept si un ami était un animal, il serait quoi? c'est ça. Et donc l'enfant doit choisir son animal, mais il doit aussi faire l'effort d'expliquer la raison pour laquelle il a fait ce choix. Et dans cette explication, il y a des mots qui sont importants. Et au fur et à mesure du portrait chinois, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des mots qui étaient clés et que de ces mots, on pouvait en fait en tirer une définition, une Oui, première oui, définition, oui, qui était un peu un jet, le jet d'une première représentation, qui sera amené à être discuté après, puisqu'on peut le questionner. Mais c'était déjà en fait une façon pour les enfants de faire travailler là cette définition. Et j'avais carrément avec les enfants dit, bah voilà, choisissez les mots qui vous oui, semblent importants dans vos explications, et telles des étiquettes, on les avait assemblés un petit peu pour créer une définition. oui, Et ils se sont pris oui, au jeu finalement, alors que c'était un exercice oui, assez oui, oui. conceptuel, tu vois. Ben, finalement, ils s'y sont pris au jeu parce que c'était leur mot, Et oui, c'est ça. Oui, ça leur oui, appartenait, c'était leur travail et ils ont apprécié cet exercice. Donc voilà, pour dire à quel point la démarche interprétative, elle est riche de sens parce qu'elle elle convient totalement aux enfants et puis elle n'est pas simplement là pour être dans l'imaginaire, elle a un véritable impact philosophique. exactement. Mm. Euh, dans l'exercice que tu nous as proposé à Sèvres, je me souviens du sentiment que j'ai ressenti au moment du photolangage que tu nous avais Oui, proposé sur les âges de la vie.
qui est une posture philosophique très importante, c'est l'étonnement. J'ai été étonnée. Étonnée parce que c'était la première fois finalement qu'on me demandait véritablement de dire qu'est-ce qui représente pour moi le mieux les âges de la vie parmi ces images, comme tu nous en proposais Oui, plusieurs. Du oui, coup, j'étais dans une démarche de recherche. oui. Et à contrario de toi, je n'ai pas de sensibilité de l'art pictural. Donc, ça m'a demandé un effort assez important. Et ce qui a été la clé de tout ça, ça a été de voir en fait toutes les différences des idées des participants. Et c'est là en fait que les choses m'ont sauté aux yeux. C'était de voir en fait de fil en aiguille comment le débat était déjà en train de se mettre en place, sans qu'on soit dans quelque chose de formel. Toi qui as créé cette approche, tu dirais en quelques mots, quels sont ses avantages principaux? Les avantages principaux, c'est un peu ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord, ça fait de la philosophie une démarche expérimentale, hein, donc on part de l'expérience, on n'est pas dans les idées abstraites qui sont un peu fumeuses. Deuxièmement, comme tu l'as dit aussi, pour les enfants, c'est plus vivant, c'est plus concret. Voilà, je pense que c'est le principal avantage, c'est le caractère motivant de cette démarche-là. Allez, ça motive les enfants comme ça motive les adultes et même les seniors. J'utilise beaucoup également le photolangage. J'anime quelquefois des ateliers, par exemple, pour des retraités. Hein, des retraités, des gens, des personnes, disons, des personnes âgées, on va dire, de manière générale, dont je suis, sur la retraite, sur la vieillesse, etc. Et souvent, je leur propose justement plusieurs images, des tableaux, des photos, des peintures, etc., en leur disant, pour vous, la vieillesse, quelle est l'image qui l'exprime le mieux et pourquoi. C'est réservé, je dirais, à tous les âges. Et puis peut-être dernier avantage, c'est qu'on rejoint là une tradition philosophique qui est constante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de philosophes qui, en fait, ont réfléchi à partir de tableaux, à partir d'œuvres picturales. Je pense à Hegel, par exemple, qui a beaucoup écrit sur la peinture hollandaise et d'ailleurs sur la peinture en général. Je pense à Heidegger, qui a fait un commentaire qui a fait date sur les souliers de Van Gogh, sur le tableau Les souliers de Van Gogh, et d'autres philosophes. Hein. Donc les liens entre philosophie et peinture sont quand même très anciens, de même que les liens entre philosophie et poésie. Hein. Le même Heidegger a beaucoup réfléchi sur Hölderlin et a beaucoup écrit sur Hölderlin. Et à contrario, pour quelqu'un qui se lancerait justement dans le photolangage, le portrait chinois ou autre, euh, quelles difficultés il pourrait rencontrer au tout début de ces animations? Alors la difficulté, c'est peut-être justement de rester dans l'anecdote. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, au début, les enfants vont dire, tiens, le monsieur, pourquoi il a un bouton sur la figure? Ou tiens, là, j'aime pas son nez est trop long. Voilà. Donc si on reste dans le bavardage sur une œuvre picturale sans justement essayer de dégager le sens profond, il est certain que là, ça n'est plus on fait plus de la philosophie. On peut dire ou alors aussi juste exprimer un goût. J'aime cette œuvre-là, j'aime pas cette œuvre-là, sans expliciter. Donc le piège pour l'animateur, c'est de rester dans une sorte de bavardage sur j'aime pas, sans justement approfondir les significations qui sont derrière les images. Voilà. Et quels conseils tu lui donnerais justement pour pallier à ces difficultés? Je dirais d'abord d'avoir lui-même réfléchi, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'il faut arriver devant des enfants avec une image sans avoir soi-même déjà rêvé, si je puis dire, devant cette image et réfléchi à ce qu'elle suggère, à ce qu'elle aspire au sens. Hein. Donc, je crois que, comme tout atelier philo, la démarche interprétative se prépare. Hein. Elle ne s'improvise pas, donc il faut déjà avoir une imprégnation des images qu'on va proposer aux enfants ou des thèmes, des poèmes, parce que on parle beaucoup ici de tableaux, Oui. parce que le photolangage parle de tableaux, mais par exemple, j'ai fait un article avec une animatrice dans la revue Penser et Créer, hein, Paul qui est Philo? une revue de philo éditée en Belgique par le pôle laïcité de Brabant, enfin je veux dire, donc c'est les Belges qui font ça. Et dans cet article-là,
je montre qu'on peut aussi lier très étroitement poésie et philosophie. Et les enfants sont amenés à créer des poèmes, et à partir des poèmes qu'ils ont créés, on va réfléchir philosophiquement sur ce qu'ils ont écrit. Donc, il y a une sorte de va-et-vient entre la poésie et Hmm. la philosophie. Comment tu perçois, toi, le développement de la philosophie aujourd'hui? Tu veux dire dans la culture générale, enfin dans la philosophie telle qu'elle est, telle qu'elle se donne, disons, chez les auteurs philosophiques, les controverses philosophiques, c'est ça que tu veux dire? Non, plutôt dans les personnes, le commun des mortels, qui essaient justement de s'approprier cette activité, qui se Oui, lancent, qui ne sont oui, pas des enseignants, qui n'ont pas un parcours d'études d'accord, philosophiques. Qu'est-ce oui. que tu penses justement de ce développement de la philosophie pour enfants aujourd'hui? Ah ben, je pense que c'est une nouveauté en philosophie, parce que moi, quand j'ai commencé des études de philosophie, il n'était absolument pas question de faire pratiquer des débats philo par des enfants. Hein. Ça aurait été considéré comme saugrenu. Les enfants, ils sont pas mûrs, ils ont pas. On considérait que c'est seulement au niveau de la dernière année du lycée, à 17-18 ans, que les enfants, donc, qui sont là, sont des jeunes, hein, sont plus des enfants, sont des adolescents, ont acquis la maturité suffisante pour commencer à réfléchir philosophiquement. Donc, cette nouveauté, elle choque encore beaucoup de profs de philo. Je rencontre encore des profs de philo qui me disent, mais ce que vous faites, c'est pas de la philosophie, Mm. c'est un peu n'importe quoi, la philosophie, c'est sérieux, un texte de Kant, c'est pas à la portée d'un enfant de 6 ans, et on en est bien d'accord. Hein. Donc, c'est vrai que la philosophie pour enfants, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a remis en question la définition de la philosophie. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Ça ne va plus de soi, non seulement pour le grand public, mais même aussi et pour les enfants, mais aussi pour les philosophes eux-mêmes. Hein. Et donc, cette remise en question est intéressante parce que justement, elle oblige peut-être à considérer la philosophie autrement. C'est vrai Et que pour peut-être l'instant, que dans la démarche de développer la philosophie pour enfants, finalement, ça l'a développée de bien d'autres manières, que ce soit en entreprise, des ateliers pour adultes, absolument. des gens qui ont vraiment envie de faire entrer la philosophie et la réflexion dans leur quotidien. On voit que ça a une tendance aussi à se développer pour les adultes. Oui, les cafés philo, par exemple, bien sûr, les Exactement. ateliers pour seniors, etc. Et inversement, ça a changé, je dirais, la démarche des philosophes, même professionnels, entre guillemets, je veux dire des philosophes universitaires, etc., Mm. qui continuent à faire des ouvrages universitaires, mais qui de plus en plus se soucient aussi également d'écrire pour être compris de tous. Hein. Je pense à un philosophe comme Jean-Luc Nancy, par exemple, que j'ai côtoyé à Strasbourg, qui était quand même un grand philosophe, et qui a écrit des ouvrages pour les enfants. Hein, alors que lui-même était un philosophe de haut niveau. Il nous a quittés il y a un an à peu près. C'était un philosophe qui écrivait des textes difficiles, mais il a eu le souci d'écrire aussi pour des enfants ou pour le grand public. Et il n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres aujourd'hui. Ça a dû être un sacré exercice Tout à fait, tout à fait. Mais il me de... disait qu'il aimait ça, que pour lui, c'était passionnant d'essayer d'exprimer des idées difficiles, des questions, comment dirais-je, compliquées, dans un langage qui, justement, soit à la portée de tous, y compris d'enfants de 9-10 ans, disons. Voilà, c'est la question que je voulais te poser pour quelle tranche d'âge. Donc, c'est plutôt pour des enfants de 9 10 ans Oui, ou... il faut des enfants qui savent lire, écrire et qui maîtrisent à peu près le langage écrit. Avant, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas intervenir, mais moi, j'ai fait des débats philo en maternelle, comme peut-être toi aussi, ou comme Oui, beaucoup d'animateurs. Mais à ce moment-là, on n'utilise pas l'écrit, puisque l'écrit n'est pas encore présent. donc, tout à fait. Et à ton avis, quels sont les problèmes qu'on pourrait mettre en lumière dans le développement de cette pratique? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de beau, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu moins belles dans le développement de la philosophie pour enfants. Est-ce que tu verrais justement des mises en garde? Voilà, des mises en garde, attention. euh, voilà. Oui, alors, je dirais que peut-être que la pratique de la philosophie pour enfants ou pour adultes est un peu exposée à certaines dérives, hein, ou déviations. Enfin, je pense au sens, disons, sectaire du terme, en disant voilà la bonne doctrine et ça, tout le reste est des déviations, mais disons des dangers. Par exemple, le danger de confondre philosophie et développement personnel. Hein. Euh, il y a beaucoup d'ouvrages maintenant qui concernent le développement personnel. Soyez heureux ou devenez heureux ou acquérez la sérénité, c'est très bien. Hein, je n'ai rien contre ces développements-là, mais c'est pas de la philosophie. La philosophie
se veut universel. Dans les formations que je faisais à SEF, tu t'en souviens peut-être, j'essayais de montrer la différence qu'il y avait entre la démarche philosophique et une démarche simplement de sécurisation des personnes ou de recherche de l'équilibre, de l'harmonie, hein, d'une cure analytique ou d'une cure psychologique, etc. Et donc, dans la philosophie, il y a quand même une exigence de rigueur, une exigence de vérité valable pour tous, qu'il n'y a pas dans le développement personnel où j'essaye simplement de trouver une certaine perfection personnelle, une perfection intime. Donc déjà, distinguer la philosophie de toutes ces démarches, disons, plus personnalisantes, en quelque sorte, ça me paraît intéressant et important. Voilà, peut-être la principale dérive que je verrai aujourd'hui. Et est-ce que aussi peut-être la distinction entre l'atelier de philosophie et l'atelier de sensibilisation, est-ce que tu penses qu'il y a aussi mégarde à ce moment, dans certaines situations, on a tendance un peu à confondre les deux, c'est-à-dire d'utiliser l'atelier de philosophie pour sensibiliser à quelque chose. Est-ce que tu penses que ça peut être un problème? Oui, qu'est-ce que tu appelles exactement atelier de sensibilisation? Eh bien, c'est Euh, par exemple sensibiliser au harcèlement scolaire ou ah oui, oui, apprendre qu'il oui, faut c'est accepter vrai. les différences. Est-ce que Oui, tu oui. penses justement que là, il peut y avoir quelque chose même de contre-productif et une mégarde, voilà, quelque chose Ah oui, à oui, laquelle on doit oui. prêter attention? Tu as tout à fait raison. Et effectivement, c'est un deuxième danger auquel je ne pensais pas, mais pourtant que je dénonce souvent. Effectivement, ce que je pourrais appeler l'instrumentalisation de la pratique philosophique. C'est-à-dire, moi, c'est m'arrivé souvent de voir des demandes, enfin moi maintenant, mais quand j'étais encore formateur actif, disons, d'inspecteurs primaires, hein, de l'enseignement ou d'enseignants qui me disaient, voilà, dans notre école, il y a beaucoup de violence dans la cour de récréation, les enfants se tapent Hmm. dessus. Est-ce que la philosophie pourrait être un moyen de calmer les enfants, de leur donner un peu plus de respect mutuel? Et alors je leur disais non, la philosophie, c'est pas la même chose qu'un cours de morale. On peut faire des leçons de morale ou des réflexions de la morale, mais dans la philosophie, on a le droit de tout dire, y compris des choses choquantes, hein. Et après, bien sûr, on va les travailler, on va les discuter, on va les remettre en cause, on va les critiquer, etc. Mais dans l'atelier de philo, le but, c'est pas de faire la leçon pour dire faut pas faire ceci, c'est pas gentil de faire cela, etc. Donc effectivement, ce risque d'instrumentalisation de la philosophie, effectivement, au service de la paix scolaire, contre le harcèlement, contre ça, je pense que c'est effectivement un danger dont il faut avoir conscience, hein, et Est-ce que qu'il ce ne serait faut. pas contre-productif aussi en un Ah sens, oui, bien puisque sûr, ça parce que empêcherait ça, les enfants de parler ce qui se passe réellement dans la cour de exactement. récréation, on va dire? Exactement. Si les enfants sentent qu'il y a un bon discours à avoir pour faire plaisir au maître ou à la maîtresse ou à l'animateur d'ailleurs, à l'animateur SEB ou autre, s'ils sentent qu'il y a un bon discours et du coup ils vont se refouler, hein, ils vont ne pas dire tout ce qu'ils ont à dire, hein. Je me souviens avoir animé un atelier sur la liberté. Et dans cet atelier, parce que justement nous avions donné aux enfants le sentiment que on avait le droit de tout dire, même si après, il fallait accepter la critique des autres, eh bien, certains enfants disaient, bah, pour moi, être libre, c'est pouvoir voler dans les supermarchés, c'est pouvoir faire un peu ce qu'on a envie de faire, même si on doit tabasser un copain pour ça. Voilà. Et après, on a discuté. Mais au moins qu'il l'ait dit, qu'il ait pu l'exprimer comme étant sa pensée, je pense que c'est la condition pour qu'on puisse avoir une véritable réflexion profonde et non pas simplement un Tu, prêche tu me moral. fais, tu me fais penser à des ateliers de philosophie que j'ai vécu où c'était très consensuel finalement et où Voilà, j'avais l'impression exact. Voilà, d'entendre une leçon de morale exactement. récitée. Pour autant, j'avais pris la précaution de les prévenir que Eh oui, il n'y avait pas de comment ouais, je, d'un bout voilà, d'interdit. il n'y avait pas d'interdit, c'est-à-dire que voilà, on Oui, n'était pas là pour répéter ou oui, réciter ce qu'on a entendu, ils étaient là pour donner leurs idées oui, et toutes les idées qui leur passaient par la tête, que notre exigence serait d'argumenter et d'en discuter de nos accords et de nos désaccords. Malgré tout, ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire eh que oui. j'ai eu des enfants très disciplinés, très tolérants, tout ça. Donc, je sentais que voilà, ça sentait le sapin, hein, c'était sûrement pas proche de la réalité. Est-ce que comment on peut faire pour les aider à changer de posture à ce moment-là? Est-ce que tu penses que les questions qu'on va poser vont avoir un impact?
Oui, bien sûr que les questions qu'on posait, laisser la parole à tout le monde, bien sûr, ne pas privilégier même inconsciemment certains enfants par rapport à d'autres. Mais je pense que la meilleure chose, c'est le temps, hein. C'est le temps. C'est une question de confiance. Je pense que les enfants, quand ils voient arriver dans leur classe ou à la médiathèque ou ailleurs un animateur, ils ne savent pas qui c'est. Et donc, consciemment ou inconsciemment, au début, ils se disent, bon, bah, il attend que je dise certaines choses, parce que les enfants savent très bien qu'on attend d'eux qu'ils disent certaines choses, qu'ils adhèrent à certaines idées, etc. Et donc, ils vont avoir un discours, comme tu dis, conformiste, et il faut du temps pour qu'ils se disent, bah oui, avec celui-là ou avec celle-là, on peut dire ce qu'on veut et on ne va pas se faire tout de suite disant, oh, c'est pas bien ce que tu as dit, hein, même, ou oh non, tu es sûr que, etc. Donc, ça prend du temps. Moi, dans l'atelier philo que j'ai animé, c'est au bout de 6 mois, à raison d'une fois par semaine, qu'on a le sentiment, le maître et moi, que les enfants ont vraiment commencé à libérer leurs paroles. Avant, bien sûr, ils disaient des choses intéressantes, mais on sentait qu'il y avait toujours certaines limites inconscientes, encore une fois, qu'ils s'imposaient à eux-mêmes. Je prends un exemple, par exemple, la religion. Hein, au début, beaucoup d'enfants disaient, oui, mais ça, dans le Coran, on dit ça, donc on n'a pas le droit, ou Dieu a dit, enfin, même si ce n'était pas le Coran, etc. Mm. Et donc la référence à la religion, parce qu'on avait des enfants qui étaient pour beaucoup d'origine maghrébine, donc de culture musulmane, par exemple. Hein. Et on a vu disparaître ces références à la religion, mais au bout de plusieurs mois. Et à ce moment-là, ils ont commencé à exprimer leurs propres idées et pas seulement les idées de la religion dans laquelle ils ont été éduqués. Même chose pour les parents. Au début, beaucoup d'enfants disaient, bah oui, mais moi, mon papa, sur cette question-là, il dit ça, ou ma maman, elle dit ça. Et quand tu dis, mais toi, d'accord, ton papa dit ça, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais il a raison, mon papa, de dire ça. Enfin, il s'identifiait à la parole de ses parents. Et là aussi, cette référence aux parents, elle a fini par s'estomper, mais il a fallu du temps. Donc, je pense que le temps est important et c'est pour ça que je pense qu'un atelier philo, même si je sais que malheureusement, c'est souvent ce qu'on fait, un ou deux ou trois, c'est pas suffisant. Il faut une certaine durée dans le temps pour qu'un rapport s'établisse entre l'animateur et puis les enfants, et puis entre les enfants eux-mêmes, bien entendu aussi. Et quand on Voilà. n'a pas ce temps Et nécessairement, oui, puisque malheureusement, on n'a pas voilà, toujours. On n'a parfois pas on toujours. est C'est vrai. mandaté, bon, je pense notamment Je, à Sèvres, je quand je sais, suis mandatée, c'est pour des séries de 7 ateliers. je Et sais, oui. je pense, alors tu me diras ce que tu en penses, mais il me semble qu'il peut y avoir des petites techniques pour accélérer la Oui, confiance, bien qui serait sûr. peut-être justement en tant qu'adulte de changer Mhm. sa posture et Tout à de fait. le montrer clairement, en montrant qu'on n'est pas omniscient. Oui, Je leur dis souvent, je vous pose la question, mais moi-même, je n'en ai aucune idée. Je suis en train de réfléchir en même voilà, temps que oui, vous. oui, oui. Des petites choses comme ça. Et même parfois en posant les questions qui fâchent, Mm. pour leur montrer que ben, ça m'intéresse aussi, ce côté Exactement. un peu moins joli de la vie, puisque je considère que la vie n'est pas toute rose. Mais voilà, peut-être, au lieu de demander est-ce que nous sommes tous différents, peut-être justement poser la question pourquoi on a du mal à accepter certaines différences, pour vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière. Alors, il y a des présupposés, tout ça, hein. Il Ouais, faut en avoir conscience. Mais je ouais. pense que ça peut être un pas, une façon en tout cas d'accélérer cette confiance qu'on peut avoir avec les enfants, sachant qu'on a un temps très court. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis également, là aussi, la démarche interprétative et le recours à la fiction est intéressante. Par exemple, Edwige Cheruter a beaucoup travaillé autour de la fable de l'anneau de Gygès, hein, qui vient de Platon. Hein, et donc, dans l'anneau de Gygès, Gygès, quand il a l'anneau, il fait des horreurs. Hein. Il va tuer le roi, épouser la femme du roi, voler des choses, etc. Et donc, d'une certaine manière, leur dire, si toi, tu avais un anneau, qu'est-ce que tu ferais? Comme il voit que Platon lui-même a évoqué des choses qui ne sont pas du tout conformes à la morale courante, en disant Gégès a fait ça, eh bien, la fiction les libère. Ce qu'ils n'oseront pas dire en leur propre nom, Hmm. ils peuvent le dire au nom d'un personnage imaginaire qu'ils inventent quand on leur demande de faire un conte ou d'inventer un conte autour de ce thème-là, de la note Gégès ou d'autres thèmes, bien entendu. Hein, donc, l'imaginaire est une manière aussi de libérer des tabous, de libérer des interdits que l'enfant peut avoir. C'est une sorte de prise de Voilà, de mise à recul, en fait, distance. mise à Exactement, de distance. mise à distance. D'ailleurs, dans les contes, il y a des horreurs. Hein. Le Petit Poucet, il y a quand même des horreurs. Cet ogre qui mange les enfants, etc. Enfin, voilà.
Ça me fait penser au géant de Zeralda que je lis beaucoup à mon fils Oui, de oui, Hunkerer. oui, 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 Effectivement, tout à je fait. regarde les Bien images, sûr. Oui, oui. c'est terrible Ah pour oui, un oui, oui, petit 4 ans. l'imaginaire est une manière aussi de libérer les pulsions inconscientes en les rendant acceptables. Enfin, Freud a dit ça depuis longtemps, hein, bien entendu, je n'invente rien en disant ça. Penses-tu que les parents puissent faire philosopher les enfants? Ah, tout à fait, bien sûr. D'ailleurs, là encore, dans les ateliers philo que j'ai pratiqués, mais je pense que beaucoup d'animateurs ont eu cette expérience, les enfants disaient, ah ben cette question-là, j'en ai discuté avec mes parents, ma maman et maman a dit ça, etc. Ou des fois, j'avais des contacts avec des parents qui me disaient, ah oui, Gaël m'a dit que vous aviez discuté de cette question-là, donc l'enfant avait parlé chez lui de la discussion philo qu'il avait à l'école, par exemple, puisque moi, c'est plutôt le cadre scolaire dans lequel j'ai travaillé. Hein. Mhm. Donc, effectivement, je pense que associer les parents au débat philo, quand c'est possible, c'est toujours intéressant. Je me souviens avoir participé, animé, enfin, co-animé un débat sur l'amour, qu'est-ce que l'amour, dans une médiathèque où on avait réuni à la fois des enfants à partir de 7-8 ans et des adultes, des parents, en fait, les parents des enfants ou d'autres adultes. Et donc, ce dialogue entre parents et enfants était passionnant. Hein. Et des enfants, des fois de 8 ans ou de 9 ans, disaient à l'adulte non, je ne suis pas d'accord avec vous, voilà pourquoi, etc. Donc, associer les parents, bien sûr, tout à fait. Oui. La philosophie ne connaît pas d'âge. Si tu devais laisser un message à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur Oui. dirais? C'est difficile, comme ça, à brûle pour point, de dire un message. Je crois que ce qu'on a dit jusqu'à présent, quand même, dit déjà pas mal de choses. Je dirais peut-être qu'aujourd'hui, dans la conjoncture difficile que nous vivons, je ne pense pas seulement à la question du Covid et du confinement ou du post-confinement, et qui conduit quand même à des conditions de vie difficiles, mais je pense aussi plus largement aux problèmes écologiques, à la menace climatique, à la menace aussi terroriste qui malheureusement continue, et puis bien d'autres menaces. Donc, je pense que nous vivons dans un monde un peu de peur, un monde d'angoisse, de crainte. Et alors, il ne s'agit pas, je le répète, d'instrumenter la philosophie pour en faire une sorte d'apaisement des terreurs, mais justement, dans la mesure où elle est un peu un îlot où à la fois on peut dire toutes ces craintes et toutes ces angoisses, et puis en même temps essayer justement de les dominer, alors non pas par le développement personnel, mais par la réflexion, hein, par une réflexion sur qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire ça, comment je peux m'en détacher, eh bien, c'est une manière, je dirais, peut-être de conjurer toutes les situations difficiles que nous vivons aujourd'hui. Hein. À condition, justement, comme on le disait, de ne pas vouloir trop focaliser sur ces menaces, mais de prendre un peu de distance. Quand on réfléchit sur la tendresse, par exemple, à partir d'un tableau de Rembrandt, je pense que c'est une manière de dominer nos peurs qui en vaut bien d'autres. Voilà. Ta citation préférée de philosophe? Oh, c'est Si tu difficile à devais en dire. choisir une. Je n'ai pas de citation comme ça qui me vient à l'esprit. Hein. Disons, c'est pas une citation, mais disons que Leibniz, par exemple, disait que, ou écrivait que pour lui, l'unique question à laquelle la philosophie tentait de répondre, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Il pourrait n'y avoir rien. Il y a quelque chose, à savoir nous, le monde, l'univers, le cosmos. Et donc, c'est la question philosophique. Et je pense qu'elle est en arrière-plan de toutes les autres questions. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres questions philosophiques que celle-là. Puis celle-là n'est peut-être pas à la portée d'enfants, de jeunes enfants, mais finalement, elle est derrière toutes les autres questions. C'est la question philosophique, en quelque sorte, ultime. Écoute, je Voilà. te remercie beaucoup. Ça a été un échange très enrichissant pour moi. J'espère que ça va plaire aussi à toutes ces personnes qui t'auront écouté, qu'ils vont découvrir cette démarche avec hâte, avec plaisir comme moi, j'ai pu la découvrir et que je continue d'ailleurs à découvrir. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Eh bien, moi, de mon côté, je te remercie de cet entretien qui a permis d'apporter beaucoup de choses, beaucoup de questions, hein, d'aborder l'atelier philo sous des angles très divers. Et donc, j'espère que ça pourra servir à d'autres et à bien d'autres personnes. Voilà. Je te remercie. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, active la cloche et partage sur tes réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Tu trouveras le lien de téléchargement du guide dans la description de la vidéo. Merci pour ton soutien.